Simulacrage. Il avait pris rendez-vous en ligne pour une séance de 2 heures. Le site internet précisait « le plus grand simulateur de conduite de toute la France en libre service ». Une galerie de photos et de vidéos très explicites détaillait les caractéristiques du simulateur et de ses prestations. La machine elle-même ressemblait en tout point à une petite voiture dont le pare-brise et la lunette arrière auraient été retirés et remplacés par des écrans. Bien sûr, il n'y avait qu'un seul siège et pas de banquette. Les rétros ne reflétaient rien, mais ce qu'on était censé y voir figurait en bas de l'écran principal, à gauche et à droite, dans une fenêtre. Toute une série de programmes en libre service s'offrait aux clients, apprentissage de la boîte de vitesse, circulation en ville et surtout, perfectionnement en conditions difficiles. Autoroute, neige, verglas, tunnel, montagne. L'anonymat et la discrétion l'avaient décidé en faveur du simulateur de conduite. Bien entendu, au long de toutes ces années, il avait plus d'une fois envisagé de pousser la porte d'une auto-école, mais les inévitables questions des moniteurs l'avaient découragé d'avance. Pourquoi, à 50 ans passés, reprendre des cours de conduite? De plus, ce simulateur permettait de choisir entièrement l'environnement dans lequel on évoluait. Et ce qu'il recherchait était très précis. Il avait réservé la dernière plage horaire de la journée, afin de ne pas être dérangé par des adolescents attendant leur tour, ou des parents nerveux discutant avec l'hôtesse. Et il avait choisi à dessein une après-midi d'été, belle et lumineuse. Le simulateur se trouvait au rez-de-chaussée d'un immeuble de bureaux très moderne, tout en verre, dans un quartier d'affaires à la laideur efficace et impersonnelle. Il était essoufflé d'avoir beaucoup marché en descendant du bus et de s'être perdu. Il pressa le bouton de l'interphone qui lui ouvrit automatiquement le hall de l'immeuble. Machinalement, il remarqua les grands miroirs, les plantes vertes, les groupes d'employés de bureau qui prenaient leur pause un gobelet de café à la main, hésitant à rejoindre leurs collègues partis fumer sur le trottoir. Tout était décidément normal, fonctionnel, sans âme et sans passé. Un lieu qui ne pouvait ni ramener à la mémoire les souvenirs, ni impressionner l'âme pour en créer de nouveaux, quelque chose d'encore plus vide qu'une salle d'attente de dentiste ou d'aéroport. Une affiche collée sur le mur indiquait par une flèche la porte du simulateur. Il s'y dirigea, il sonna. La porte pivota dans un grésillement. Il n'avait encore parlé à personne, mais il était déjà dans la place. Il regarda autour de lui, moquette beige épaisse, mur peint en blanc cassé, chaises en plastique dur sagement alignées contre la plinthe, les inévitables plantes vertes, et un très large bureau formant comptoir, derrière lequel une jeune femme affectait de taper à l'ordinateur. Il attendit debout en face d'elle, sans qu'elle parût le remarquer. Puis brusquement, elle leva les yeux vers lui, mit sur ses lèvres un sourire tout professionnel et lui demanda « Monsieur ?» « J'ai pris rendez-vous pour le simulateur, 2 heures, précisa-t-il. « Avez-vous votre confirmation de rendez-vous » Il sortit la feuille qu'il avait imprimée avec son numéro de réservation. La jeune femme hocha la tête. « Très bien. Vous êtes un peu en avance. Voulez-vous patienter en face de moi le temps que la salle se libère ?»« Bien sûr. Juste avant de vous laisser tranquille, une petite question. Êtes-vous déjà venu? Avez-vous besoin d'explications sur le fonctionnement du simulateur ?» Il réfléchit. « Je crois que ça ira, j'ai regardé sur Internet les vidéos de démonstration des différents programmes. » « Vous venez sans doute pour du perfectionnement. » La voix de la jeune femme n'était pas inquisitrice. Au fond d'elle-même, elle se moquait pertinemment de sa réponse. C'était une employée payée au salaire minimum qui n'avait pas la curiosité gênante d'une vraie secrétaire d'auto-école. Mais elle craignait sans doute des enquêtes de satisfaction où on demande aux clients « Avez-vous été bien renseigné ? L'agent d'accueil vous a-t-il proposé une démonstration des programmes ?» Il fit un geste large afin d'éviter de donner des détails trop précis. J'ai arrêté de conduire pour des raisons personnelles et maintenant j'ai besoin de racheter une voiture pour mon travail. « Ah !» La jeune femme baissa aussitôt la tête et recommença à taper sur les touches de son clavier. Il remarqua qu'elle avait des ongles très longs, outrageusement vernis, mais qu'ils ne l'empêchaient pas de dactylographier à grande vitesse. Il se demanda si elle en portait défaut. Une femme aurait certainement su le dire, mais lui connaissait mal l'univers féminin.
Autrefois, bien sûr, dans une autre vie, il avait été fasciné, enchanté par les 1000 petits détails qu'on remarque dans l'intimité d'une femme. Les produits de beauté, les vêtements compliqués, le matériel de coiffure. Tout cela était loin maintenant. Assis contre le mur au coin de la machine à café, il pensait aux vieux clichés sur l'effarante banalité du mal. Il songeait à l'effarante banalité de la souffrance. Toute la douleur du monde peut se retrouver condensée entre 4 murs blancs éclairés d'un néon. Tous les spasmes de la pire agonie morale peuvent tenir entre un sol en lino et un faux plafond. Un ficus aux feuilles poussiéreuses, un ordinateur, une porte d'ascenseur métallique sont autant de signaux dérisoires annonçant que la grande torture va pouvoir commencer. Derrière la porte se trouvait une toute jeune fille qui sortait avec un air blasé de sa séance de conduite. La secrétaire lui demanda si tout s'était bien passé. Elle répondit par monosyllabe. Elle avait l'expression d'ennui et de lassitude qu'affichent tous les enfants gâtés. « À la semaine prochaine alors » lança la secrétaire avant de se tourner vers lui pour lui dire « C'est à vous ». Il fit un petit signe d'acquiescement et se leva pour rejoindre la salle d'entraînement. C'était une pièce beaucoup plus grande que l'accueil. La machine y semblait toute petite et comme perdue. Des stores fixés aux grandes baies vitrées protégeaient l'intérieur contre les regards de la rue. La lumière qui pénétrait entre les lames était tamisée, incertaine, crépusculaire. Toutefois, la pièce n'était pas suffisamment insonorisée pour filtrer les bruits de la ville. Même si on ne les voyait pas, on entendait parler des passants, rouler des voitures, gronder au loin des trains de banlieue. On avait la sensation étrange d'être à la fois dans le monde et hors du monde. Il s'approcha du simulateur qui, vu de près, ressemblait encore moins à une vraie voiture. Sa carcasse métallique semblait avoir été récupérée dans une casse auto. L'écran géant qui tenait lieu de pare-brise luisait doucement dans la pénombre, éclairant de biais le clavier d'ordinateur qui permettait de lancer le programme, au-dessus du faux tableau de bord et du volant factice. Il s'assit aux commandes. Machinalement, il obéit aux consignes inscrites sur l'écran. Bouclez votre ceinture de sécurité, mettez le casque et réglez le son. Le siège ressemblait à un véritable siège de voiture, en un peu plus raide peut-être. Dans le casque, une voix de femme disait « Appuyez sur Entrée pour faire apparaître le menu. Veuillez choisir votre véhicule et votre programme d'entraînement. » Fallait-il commencer tout de suite par un parcours difficile en conditions réelles, ou bien calmer la peur en commençant par des exercices anodins pour retrouver d'abord les anciens réflexes? Il s'était plusieurs fois posé la question avant de venir. Son cœur commençait à battre plus fort. Finalement, il choisit une série d'exercices rudimentaires et lança le programme. L'écran fit apparaître devant lui un paysage virtuel trop net et trop propre. Une route aux revêtements impeccablement lisses et aux lignes blanches tracées avec une précision hypnotique. Il démarra le moteur. Il appuya doucement sur l'accélérateur, encore intimidé. Ses yeux descendaient vers les lignes de rive, l'alternance sage entre le blanc et le gris, blanc et gris, blanc et gris. Puis son regard remonta vers les bas-côtés, tels qu'ils étaient représentés sur les bords de l'écran. Des arbres d'un vert éclatant, au feuillage stylisé et réel. Nul oiseau n'en écarterait les branches. Il était parti. Le compteur indiquait 30 km/h, 40 km/h. Sa main chercha le levier de vitesse. Il respirait plus difficilement, mais il s'obligeait à regarder droit devant lui l'horizon vide programmé pour qu'il n'y rencontre jamais rien. « Cela n'a pas d'importance, se répétait-il. Ce n'est pas grave si je perds le contrôle de la machine. Ce n'est pas une voiture cette fois-ci. Si j'échoue, personne ne mourra. » Il avait parlé. Tout bas, certes, trop bas pour que la secrétaire puisse l'entendre dans la pièce à côté. Mais il avait bien prononcé ces paroles. Et sa voix l'avait surpris lui-même. Une voix étranglée, chuchotante, sans force qu'il ne reconnaissait pas. Presque un couinement de petit animal. Il continua à rouler dans la forêt silencieuse, muette et vide. De temps à autre, il regardait machinalement par la portière pour vérifier qu'il n'avait pas quitté l'immeuble et que tout était bien factice. Puis son attention se portait de nouveau vers le paysage artificiel au milieu duquel il avançait. Tout était calme. Il maîtrisait la situation. Une part de lui voulait poursuivre l'exercice, tandis qu'une autre lui rappelait qu'il n'était pas venu pour cela, pour quelque chose de si facile. Ses yeux s'habituaient à la lumière de l'écran, faisant paraître plus obscur le demi-jour de la pièce.
Il songea à se lever pour manœuvrer les stores, mais il ne mit pas son idée à exécution. Il resta figé sur son siège, l'attention entièrement tournée vers le défilement des images de synthèse. Il tombait dans une sorte de transe ou de torpeur qui annihilait à la fois sa volonté et sa grande douleur. Rien cette fois. Il ne se passera rien. Je reprendrai la route et il n'y aura pas d'accident. Il s'était enhardi à parler plus fort. Très vite, il tourna la tête pour vérifier que la porte de la salle était bien fermée. La secrétaire ne pouvait sans doute pas l'entendre. Une chaussée vide, reprit-il dans un souffle. Je sais faire. Je tourne légèrement le volant, mon regard épouse les contours de la route et ma main suit la direction. Une seule main suffit, la trajectoire est presque droite. Nous ne pourrons plus mourir sur une route comme celle-là. Mais la sueur coulait sur son front et il sentait le sang battre douloureusement à ses tempes. Il savait bien que la grande épreuve n'avait pas commencé. « Voici venu le temps de Lord Ali », marmonna-t-il entre ses dents serrées. Il appuya sur l'accélérateur avec une rage soudaine pour voir s'afficher au coin de son écran un rappel rouge de limitation de vitesse. Il avait envie de pousser la machine et de voir si elle se détraquerait, si le défilement monotone du décor virtuel pouvait voler en éclats. Peu à peu, il se calma. Il leva le pied de l'accélérateur. Il rétrograda. La voiture virtuelle se traînait maintenant, et il mettait un soin excessif à ralentir dans les moindres virages. Il jetait des regards obliques en direction des faux rétroviseurs pour vérifier l'écartement entre le garde-boue et l'accotement. La tension continuait malgré tout de monter. Il recommença à penser à voix haute. Il disait « Je me demande s'il y a un programme d'entraînement pour les routes en lacets. Sûrement, je vais fermer celui-là et en sélectionner un autre. » Il arrêta le moteur, s'empara de la souris, trouva sur l'écran l'onglet Retour et cliqua dessus. Il était revenu au menu de départ. « Voyons, continua-t-il en parlant pour lui seul. J'ai le choix entre autoroute, agglomération et nationale. De quelle route s'agissait-il la dernière fois ? » Avec un sourire amer, il se décida pour nationale. Une nouvelle fenêtre s'ouvrit sur une liste de propositions. Plaine, montagne, bord de mer. Il choisit sans hésiter bord de mer, puis scruta la fenêtre suivante qui lui permettait de sélectionner les conditions météorologiques. « Tombée de la nuit, temps sec, marmonna-t-il. Nous allons faire les choses comme il faut. » Bizarrement, il se sentait presque soulagé à l'idée que la torture allait enfin commencer. Ce qui était pire que tout, c'était l'attente, rien que l'attente. Tout le reste était finalement supportable. L'exercice débuta. La mer était à gauche, scintillante, tandis que le bas-côté droit était taillé à flanc de rocher. Il était encore trop tôt pour allumer les phares. Trouver le bon moment pour mettre les feux en marche faisait sans doute partie de l'épreuve. Il tourna la clé de contact. Le moteur ronflait doucement. La voiture prenait de la vitesse très progressivement. La route montait tout d'abord, escaladant un promontoire derrière lequel se découvrait peu à peu une vaste baie. Fasciné, il quitta brièvement la route des yeux afin de regarder la succession de plages et de criques qui se dessinaient en contrebas. Des arbres au feuillage ras et aux troncs tourmentés s'accrochaient au bord de la pique. Le soleil jetait ses derniers feux dans un crépuscule magnifique et flamboyant. Cela ressemblait aux plus belles routes qu'il avait parcourues durant ses vacances autrefois. Mais les couleurs paraissaient encore plus intenses, la mer encore plus somptueuse, les escarpements rocheux plus grandioses. C'était un moment de grâce et de pur silence. Pourtant, il avait confusément l'impression de n'être plus seul. Il avait perçu quelque chose comme un froissement, comme une subtile vibration autour de lui. Retirant son casque, il se retourna rapidement afin de vérifier qu'il n'y avait personne à l'arrière. Puis, il secoua la tête, prêt à se moquer de lui-même. Il commençait à retrouver ses sensations d'autrefois. Une odeur de plastique chaud et de simili-cuir flottait maintenant dans l'air, l'odeur de sa voiture. Il regarda les montants du pare-brise en métal nu, il toucha du bout des doigts la portière. La carrosserie dans laquelle avait été enchâssé l'ordinateur avait l'aspect misérable de ces épaves qu'on voit abandonnées le long des routes, ou qui s'empilent dans les casses auto. Peut-être d'ailleurs avait-on récupéré une vraie carcasse de voiture pour former le simulateur. Peut-être s'agissait-il de la sienne. Mais non, trop d'années s'étaient écoulées. Il continua malgré lui de tendre l'oreille. Il n'entendait plus les bruits de la rue. La ville était loin maintenant.
Même s'il n'avait plus d'écouteurs sur la tête, il percevait bien le ronronnement du moteur. Et l'idée d'une présence continuait à le tenailler. À quoi sait-on que l'on n'est pas seul? À une déchirure imperceptible de l'air. Et il les percevait bien, ces vibrations, ces échos autour d'un autre corps, un corps en mouvement qui répercutait les ondes comme autant de ronds dans l'eau. Il avait conscience d'une odeur tout près de lui. Quelle était cette odeur? Celle des serviettes de bain mouillées et de la crème solaire. Il se rappelait maintenant. De la nuit du souvenir émergeait progressivement une mèche de cheveux, le haut d'un front, les ongles d'une main encore rongés de ténèbres, mais se dessinant de plus en plus nettement sous la lumière oblique de l'écran allumé. Il n'avait pas encore tourné la tête. Il suivait du coin de l'œil l'apparition des premiers signes. Il était trop tôt pour les regarder en face. Il s'imposa donc un douloureux exercice de patience, tandis que la mer continuait de dérouler devant lui ses criques, ses promontoires et ses escarpements. L'asphalte était doux, les freins jouaient sans grincer, c'était vraiment une bonne voiture et une bonne route. La présence ne cherchait pas à s'imposer à lui. Pas encore. Elle prenait tout son temps pour lever les dernières résistances qu'il aurait pu lui opposer. Enfin, après un long moment d'attente, elle parla. Elle lui dit d'une voix égale, légèrement amusée, « Je me demande pourquoi tu as attendu si longtemps avant de reconduire. Que craignais-tu » Il secoua la tête. Il n'arrivait pas encore à répondre. Elle lui tapota l'épaule du bout des doigts. « Avais-tu peur de mourir ?» Cette peur est sans objet. La mort ne signifie rien. Il entendit craquer une allumette à sa droite. Puis il sentit monter l'odeur d'une cigarette. S'il avait tourné la tête, il en aurait vu le bout rougeoyer dans l'obscurité. « Ou bien avais-tu peur de moi ?» Je ne le crois pas non plus. Car c'est cela au fond que tu espérais à chaque fois que tu fermais les yeux pour dormir. Me revoir. Eh bien, c'est fait. Me voilà. Et tout ce qui pouvait nous séparer jusque-là est aboli. Es-tu seulement heureux ? Il la regarda. Elle souriait. Il devinait à peine les traits de son visage éclairé en biais par la lumière de l'écran. Mais c'était suffisant pour reconnaître son expression. Elle tenait la cigarette au coin de ses lèvres, dans une moue qu'il trouvait autrefois pleine de charme. Mais elle ne parlait pas exactement comme avant. Les mots qu'elle prononçait semblaient trop particulés, ses phrases trop soigneusement construites. Elle parlait comme parlent les morts, avec une sorte de lenteur cérémonieuse qui n'exclut pas l'humour. « Regarde bien la route, » lui souffla-t-elle. « Elle est dangereuse. Est-ce que tu la reconnais, elle aussi ?» La voiture traversait une forêt. Par moments, il n'y avait qu'un mince rideau d'arbres entre les lacets de la route et la mer. Les phares éclairaient au passage les bandes réfléchissantes des panneaux placés dans les virages. C'était là, sur leur chevron, qu'il devait poser son regard s'il ne voulait pas sortir de sa trajectoire. « N'aie pas peur. N'aie surtout pas peur de mourir. Nous ne serons plus séparés cette fois-ci. Est-ce que tu m'as pardonné ? Ne pose pas cette question, tu sais bien qu'elle n'a aucun sens. » Elle lui caressait affectueusement le bras droit pour le consoler. « J'ai si froid, » murmura-t-elle. « Tu ne sais pas combien j'ai froid, et combien je me sens seule. »« Je n'ai pas été à la hauteur, » affirma-t-il. « Tu es comme les autres, » répondit-elle d'une voix chantante et singulièrement mélodieuse. « Vous oubliez tout ce que vous conduisez au ras de la mort. Vous oubliez qu'elle vous accompagne au long du chemin et qu'elle est tapie là, juste au bord de l'asphalte, dans les fossés, ou tout contre les grailles métalliques. Elle vous épie et comptez les centimètres qui vous séparent du choc fatal. » Est-ce que j'avais trop bu ? Bien sûr que tu avais trop bu. Il sentit une sueur froide couler le long de son dos. Il frissonna violemment. Tu sais, ajouta-t-il maladroitement, je pense parfois à toutes ces années que nous aurions dû passer ensemble. Depuis ta mort, ma vie n'a plus jamais eu de sens. Je me traîne, sans air et sans lumière, privé de ton amour. Tu te trompes, reprit-elle avec une pointe de dureté. Tu peux encore voir la clarté du soleil, mais ne détourne pas tes yeux de la route. À ces mots, il ramena son regard vers l'écran, s'aperçut qu'il allait sortir du virage et freina désespérément pour ramener son véhicule dans la trajectoire. Elle évita de peu la chute dans le vide. « Il fait nuit maintenant, lui dit-elle. Allume les phares. N'aie pas peur.
Je ne veux pas conduire de nuit, me supplia-t-il. Tu ne peux plus revenir en arrière maintenant. Tu t'es engagé trop loin. Concentre-toi sur chaque lacet de la route. C'est une nuit magnifique. Je te le dis parce que tu ne peux pas regarder de côté. La lune s'est levée au-dessus des plages et brille sur chaque sommet de vagues. Ce sont autant d'éclats d'argent sur la nappe uniformément noire des eaux. Mais ne t'inquiète pas pour la mer. Ce n'est pas ainsi que nous mourrons. Il prit sa respiration. Il roulait très lentement, sûr qu'il était de ne jamais rencontrer personne sur cette voie qui n'avait été dessinée que pour eux. Il retira sa main gauche du volant pour baisser la vitre. Le vent de la nuit s'engouffra dans l'habitacle. C'était de l'air encore tiède. On devinait que la journée avait été chaude. En prêtant l'oreille, derrière le bourdonnement du moteur, on entendait le sac et le ressac de la mer qui venaient se briser contre les rochers. Et une odeur iodée montait de la grève, mêlée au parfum un peu résineux des buissons qui croissaient sur la lande. « Est-ce à cela que doit ressembler mon enfer ?» lui demanda-t-il. « Ne te pose pas tant de questions. Tu approches du virage où nous avons eu notre accident la dernière fois. Tu as la chance de pouvoir recommencer là où tu as échoué. Combien de fois dans une vie a-t-on la possibilité de rattraper une erreur ? Tes mains tremblent. « Je ne pourrais pas, » répéta-t-il. Il traversa un bois de pins. Puis presque aussitôt c'était de nouveau au-dessus d'eux. Vu à travers le pare-brise, la nuit piquetée d'étoiles et la lune pleine, métallique et froide. La passagère avança un peu la tête pour regarder le ciel, ouvrit sa vitre et jeta sa cigarette dehors. Ses gestes étaient lents et sereins. « Je vais prendre le volant », annonça-t-elle. Lui recula les mains tandis qu'elle avançait le bras gauche pour diriger la trajectoire à sa place. La voiture prit un premier virage en épingle à cheveux. Il releva les pieds des pédales hébétés, mais il n'y eut pas de décélération. Il sentit au contraire le véhicule reprendre de la vitesse. « Qu'écoutions-nous en ce temps-là » lui demanda-t-elle avec un pâle sourire. « La radio » chuchota-t-il. « Ah oui » reprit-elle, « je me souviens. Hier la radio passait « L'amour à la plage » juste quand nous rentrions de la baignade. C'est drôle, non ? Allume l'autoradio, chérie. En faisant un mouvement pour tourner le bouton d'arrêt, il rencontra son bras tendu vers le volant qu'elle tenait négligemment entre deux doigts. La voiture continuait d'accélérer, rasant la paroi rocheuse à chaque tournant, mais il n'avait plus peur puisqu'il n'était plus ni responsable ni coupable de ce qui adviendrait désormais. Enfin libéré, il tourna les yeux vers la mer où il admira les reflets de la lune démultipliés sur chaque crête de vague. Puis, il regarda tranquillement vers l'avant, vers le bosquet de pins dont les troncs étaient brièvement éclairés par le faisceau des phares, avant d'être rendu à la nuit. La radio jouait l'amour à la plage. La voix de la chanteuse couvrait tout, mais cela n'avait pas d'importance. Il n'avait plus besoin de parler. Ils se comprenaient sans un mot. Il reconnaissait la route, toute la route, s'étonnant de la retrouver si familière. Le panneau virage dangereux, l'avancée d'un bloc de granit au-dessus de la chaussée, le tronc noueux d'un vieil arbre mort, l'entrée d'un sentier de randonnée, autant de signaux bien connus annonçant que la fin était proche. Il se sentait prêt à s'y engager les yeux grands ouverts cette fois-ci, et il n'avait plus besoin qu'elle lui parle pour le rassurer.